Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 26 mars d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour analyser et décrypter l'actualité de cette semaine, évidemment, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, je pense que nos lecteurs n'ont pas passé au travers. L'événement, c'était entre guillemets, évidemment, ce qu'on appelle le scandale, enfin, d'aucuns appellent le scandale Cambridge Analytics. On rappelle rapidement des données Facebook qui sont retrouvées chez un prestataire externe et qui auraient servi pour la campagne de Trump. Alors évidemment, ça pose, avec la fameuse RGPD qui arrive dans quelques mois, ça pose quand même pas mal de questions sur la privacy, les données qu'on confie à un prestataire comme Facebook. Oui, alors effectivement, il faut peut-être revenir un tout petit peu sur ce qui s'est réellement passé. Déjà, la première chose, c'est que ça s'est passé il y a 3 ou 4 ans, et Facebook n'en a pas parlé. Donc ça, c'est quand on parle de scandale, ça peut être déjà un premier scandale. En fait, j'allais vous dire, Guy, à la limite, est-ce que ça fait pas partie des conditions générales d'utilisation de Facebook, en fait? C'est-à-dire que oui, mais quand vous cédez vos données à Facebook, enfin quand vous utilisez Facebook, vous donnez l'autorisation à des tiers d'accéder à vos données. Oui, mais peut-être pas pour faire n'importe quoi. À partir du moment où vous les laissez, c'est tout le problème de Facebook. Ok, alors rappelons rapidement la mécanique. En fait, c'est un chercheur de l'université de Cambridge qui s'appelle Alexander Kogan, qui est d'origine moldave. Du temps de l'URSS. Donc c'était une des républiques soviétiques de l'époque. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de lien, mais enfin c'est... Et donc ce chercheur, il a réalisé un petit quiz sur Facebook. Donc il a pu collecter des réponses, quelques milliers de réponses. Et grâce à ça, via l'API à laquelle il avait accès, il a pu accéder aux comptes des amis qui avaient répondu à ce quiz, et donc il avait pu collecter entre 30 et 50 millions de données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Une fois qu'il a eu ces données, il les a transmis. Alors là, quand on regarde son interview sur CNN, on est un peu surpris, un peu comme si c'était pour faire plaisir à une entreprise privée qui s'appelle Cambridge Analytica. Qui a des liens avec Trump, puisque il y a Steve Bannon qui est impliqué dans cette entreprise, et la famille Mercer qui est un des grands donateurs de la campagne de Trump. Donc il y a un lien évident. Et donc cette entreprise Cambridge Analytica a mouliné un peu sur ces millions de 30-50 millions de données pour faire de la publicité ciblée sur ces comptes-là, donc sur ces futurs votants, sachant que on peut sur chaque compte, on peut déterminer de manière, en gros on dit de Facebook, Facebook c'est plus sur votre femme que vous-même. Donc on sait les orientations politiques, religieuses, enfin on sait plein de choses, et avec ça on arrive à faire de la publicité ciblée. Et donc alors on revient sur le terme scandale. Là pour le coup Zuckerberg, il a quand même attendu 5 jours entre le moment où les médias s'en sont emparés et où il est intervenu. Donc bon, déjà c'est un peu surprenant. Et quand on écoute son interview, c'est là où ça pose un vrai problème, c'est que tel qu'il l'a présenté, bon évidemment il s'est excusé, donc ça c'est la première chose, mais ça mange pas grand-chose. Oui, ça mange pas de pain, et sur un mode un peu léger, on va dire. Je suis pas sûr qu'il ait bien pris la mesure, enfin l'importance de la chose. 2, il a dit que c'était en 2014 et que depuis ils avaient tout été réglé, donc ça c'est le discours habituel. Jusqu'au prochain scandale, j'allais dire. Voilà. Et 3, il a présenté ça comme parce que ça n'a rien à voir avec l'affaire Equifax. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est passé tout à fait normalement. D'ailleurs, d'un point de vue juridique, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et donc, en gros, il a présenté ça comme si c'était finalement
une crise ou un accident, alors qu'en fait c'est la remise en cause fondamentale du business model de Facebook, dont, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'en gros les gens qui ne lisent pas les conditions générales d'utilisation... On les comprend, hein, vu comment elles sont rédigées. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont certainement, je ne sais pas combien d'avocats ont dû se pencher sur la question, et donc pour remettre ça dans le contexte, ça ne doit pas être facile, mais en gros, les gens mettent sur cette plateforme toutes leurs données personnelles, quasiment sans restriction, et donc après, Facebook en fait réellement ce qu'il veut. Alors, tant que ce sont, je dirais, tant que c'est une utilisation publicitaire pour de la vente de produits, enfin des choses comme ça. Du yaourt, c'est pas très grave. C'est pas très grave, et encore, ça se discute. Évidemment, quand c'est à des fins d'utilisation politique, là, ça change tout. Donc, je pense que on est vraiment au tout début de la question. Zuckerberg, il a été convoqué par à la fois la Commission européenne et puis le Sénat américain et en gros, parce que lui, il essaye de présenter ça. Il disait, bon, si je suis la meilleure personne pour parler de ce problème, j'irai, mais peut-être je vais envoyer mon conseiller, enfin le directeur juridique. Or, la question, c'est pas un problème juridique, c'est un problème vraiment de business model, et évidemment il est difficile pour lui de remettre en cause ce modèle. Donc la question c'est, il va effectivement aller devant pour ses auditions, comment il va présenter la question, et c'est de savoir entre la solution d'aujourd'hui où en gros c'est très ouvert, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus fermé et restrictif, savoir jusqu'où on va placer le curseur. Et donc, je dirais que là, pour le coup, je ne sais pas si vous vous souvenez le mot d'ordre de Google, à un moment, c'était de dire... ne soyez pas le diable, oui, il y avait ça, mais il disait... oui, il y avait ça, effectivement, mais il disait on est à un clic d'un concurrent. Puis finalement, Google a écrasé sa puissance, donc Facebook en a fait pareil, est devenu un véritable... enfin, finalement, c'est un monstre qui a échappé à son créateur, hein. C'est clair, ça semble assez clair. Donc comment on va arriver à concilier je dirais, le problème qui est posé avec le fonctionnement de Facebook? Là, pour le coup, et donc, imaginons par exemple, parce que Facebook est, comme Google d'ailleurs, considéré comme une plateforme, donc en gros, comme Twitter, ils ne sont pas trop responsables de ce qui se passe. Même si ils disent maintenant qu'ils mettent de l'intelligence artificielle pour faire de la chasse aux fake news, etc. Imaginons qu'on les mette sous le régime de la presse, là ça changerait complètement la donne, parce qu'ils seraient bien responsables de ce qui est publié sur leur site. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, et on en est vraiment au tout début de ce problème, sachant que déjà à court terme, Facebook a perdu 10%, enfin l'action Facebook a perdu 10%. Bon, ça peut, alors évidemment, si on traduit ça en vrais chiffres, c'est 50 milliards, donc il en reste encore pas mal. Donc c'est important, mais c'est pas considérable. Mais néanmoins, ça peut, enfin, puisque le fonctionnement même de Facebook est fondé sur la confiance des utilisateurs. Si cette confiance est perdue, je veux dire, c'est un vrai château de cartes qui va s'écrouler. Alors je vais me faire l'avocat du diable, dites-vous qui connaissez bien l'Amérique. Vous pensez pas qu'il y a peut-être une différence de vision entre l'Europe, où on est effectivement assez attaché à ces problématiques de données, une vision américaine où finalement on est plus, entre guillemets, libéral. Je rajoute une petite couche aussi, peut-être que si Cambridge Analytica n'était pas la propriété de Mercer, c'était pas lié à la campagne de Trump, peut-être qu'on aurait peut-être un petit peu moins parlé, non? C'est sûr, c'est probable. Non, mais c'est sûr. Sur le deuxième point, c'est probable. Sur le premier point, effectivement, il y a peut-être une différence de culture entre les deux, et puis surtout pour je dirais, pour le gouvernement américain, Facebook c'est un instrument de soft power, enfin de domination mondiale, hein, comme Google, Microsoft, enfin tous les GAFA. Donc si on revient avant Trump, donc Obama, je me souviens d'une déclaration où en gros il avait fait comprendre qu'il n'était pas question de remettre en cause la domination des GAFA dans le monde. Donc c'était Obama qui le disait. Donc
pour l'Amérique, ce sont quand même des outils je dirais de domination mondiale. Donc la remise en cause va être un petit peu compliquée. Mais c'est vrai que là, comme ils ont été touchés, je dirais directement, il y a les élections de 2016 aux États-Unis, il y a les élections de 2018 qui arrivent, puis 2020. Bon, là, ça commence à aussi poser des problèmes en interne. Donc, je pense que la réflexion s'engage et on ne sait pas très bien dans quel sens elle va s'orienter. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de sûrement d'y revenir. Alors on reste un peu on reste dans ces problématiques de sécurité. Je crois qu'on va faire une édition spéciale sécurité cette semaine. Une étude récente qui est toujours sur cette thématique, qui soulignait que les entreprises, là on parle du côté des entreprises maintenant, sont finalement assez peu préparés en termes de plan en cas de problématique d'attaque et que finalement les gens sont un peu démunis, quoi. Alors effectivement, donc là on peut être assez concis parce que finalement c'est relativement simple et vous avez donné le constat. Donc c'est l'étude, c'est la 3e du genre sur la cyber-résilience qui est faite publiée par IBM, qui est faite par le Ponemon Institute. Et en gros, il y a 3 chiffres qui sont assez surprenants. C'est qu'effectivement 3 entreprises sur 4 n'ont pas de plan de réponse. Donc là, on peut se demander ce qui se passe. 7 entreprises sur 10 considèrent que le financement pour la cybersécurité n'est pas suffisant, n'est pas à la hauteur. Et puis le 3e point qui est un peu contradictoire avec les 2 précédents, c'est que, enfin peut-être pas tout à fait d'ailleurs, c'est que également 7 entreprises sur 10 considèrent qu'ils sont mieux positionnés cette année que l'année dernière. Alors on peut se dire, alors c'est moins pire qu'avant. Voilà, c'est ça. L'année dernière, où est-ce qu'on en était? Donc tout ça pour dire que la situation n'est pas, enfin en tout cas sur le plan de la sécurité, n'est pas vraiment satisfaisante si on regarde ces 3 chiffres. Donc bon, comme vous dites, c'est un spécial sécurité, on en parle beaucoup parce que il se passe. Si on revient à Facebook, je ne veux pas développer Facebook. Facebook, finalement, c'est pas vraiment un problème de sécurité. C'est un problème, c'est autre chose. Mais bon, la sécurité. Vous avez évoqué Equifax. Bon, voilà. Et puis donc, dans notre interview de la semaine, là, on a Guillaume Tissier, qui est le directeur général du cabinet CUS, donc qui parle aussi de toutes ces questions. Bon, la question de la sécurité est un problème qui prend de plus en plus d'importance et on a l'impression que les entreprises sont un petit peu en retard, un peu en retard par rapport au problème. Alors bon, là pour le coup, cette émission ne serait pas une émission si on ne parlait pas de fusion et d'acquisition. Et donc cette semaine, l'acquisition de la semaine, c'est Salesforce qui s'y colle et qui met quand même 6 milliards de dollars sur la table. Pour une entreprise dont j'avoue, je n'avais pas entendu parler précédemment. Oui, alors effectivement, c'est Salesforce qui met 6,5 milliards pour racheter une entreprise qui s'appelle Mulsoft. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. En fait, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion du cycle de vie des API. Et donc, on peut dire que c'est une des dernières entreprises indépendantes qui est spécialisée sur cette gestion des API. Les CA Technologies avaient racheté Layer 7, Red Hat avait acheté la sienne, c'était, j'ai plus le nom en tête. Bon, même Axway en France avait racheté aussi une petite entreprise, Talend. Donc, en gros, tous les gens qui sont impliqués dans le multi-cloud, ils sont intéressés par ça, parce que ça permet de faire des connexions entre les clouds. Donc, on voit bien que les API, c'est vraiment une technologie qui devient de plus en plus importante dans cette évolution du cloud, enfin multi-cloud. Si on revient à Salesforce, effectivement, Salesforce a fait, depuis sa courte existence, Salesforce a été créé il y a 17-18 ans, a fait une 50aine d'acquisitions, donc c'est pas négligeable, mais c'est la plus importante et de très loin. La dernière, c'était Target, 2,5 milliards. Donc là, c'était un peu, comme son nom l'indique, c'est du marketing. Ce genre de choses, donc là, c'est un petit peu différent. Donc 6,5 milliards, c'est important. Et puis, ça donne l'importance du sujet du problème des API. Donc, rappelons qu'on avait parlé de Salesforce récemment, dont la croissance est quand même assez spectaculaire et qui était maintenant, qui avait dépassé les chiffres d'affaires 10 milliards de dollars sur l'année 2017. Et qui, derrière les 4 grands du logiciel, vient juste après. Donc, frapper à la porte, on va dire. Voilà, c'est ça.
Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un événement qui a retenu votre attention, c'est le Paris Innovation Summit. Voilà. Ah, donc effectivement c'est Schneider Electric, donc qui peut paraître un peu éloigné de ce qu'on fait. On avait parlé la semaine dernière du Summit Orange Business. Donc là maintenant Orange Business Services. Là cette semaine c'est Schneider Electric qui fait son Innovation Summit à la porte de Versailles. Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Sur 2 jours. Et donc, nous, ça nous intéresse, en fait, c'est pour une des activités de Schneider Electric qui est en fait APC. Schneider Electric a été racheté il y a 10 ans, enfin en 2007. Donc c'était une entreprise américaine qui a été rachetée pour le coup, c'est un peu dans le sens, rachetée par Schneider Electric et qui nous intéresse dans le sens où en gros c'est tout ce qui concerne tout ce qui est électrique d'un data center. Et quand on sait le poids que représente le coût électrique maintenant d'un data center, on mesure l'importance de ce que fait APC by Schneider Electric. Et puis la montée en puissance évidemment des clouds, que ce soit cloud hybride, cloud provider, forcément ce sont des data centers au cœur de... Voilà. Et donc le slogan de cette Innovation Summit, c'est osons le numérique ou la transformation numérique. Donc évidemment, je ne veux pas dire qu'il se raccroche aux branches, parce que on comprend bien, APC c'est en prise directe, si je puis dire. Le reste, Schneider Electric, avec le numérique, il y a quand même un lien qui est assez étroit. Donc il y aura l'intervention du président de Schneider, donc Jean-Pascal Tricoire, et puis il y aura donc Christelle Edeman qui est la executive vice-président et qui est responsable de l'activité APC pour le coup. Donc voilà, c'était intéressant d'en parler parce qu'effectivement, data center, on parle de cloud, mais le cloud, on sait bien qu'en fait ce sont des data centers. Donc c'est un sujet important pour nos lecteurs. Et pour conclure, comme pour chaque émission, un coup de cœur, coup de gueule, alors plutôt un sujet d'étonnement. On reste dans le domaine de la cybersécurité, comme je disais que c'était un spécial cybersécurité cette semaine, et on parle d'Orange Cyberdéfense qui a sorti un produit, une solution, je ne sais pas comment on doit dire, qui vous permet de faire le ménage sur vos clés USB. On sait que la clé USB, c'est quand même l'objet qui se balade dans toutes les entreprises, et c'est un vecteur d'attaque, pour parler comme le spécialiste de la sécurité, évidemment. Absolument, d'ailleurs, effectivement, qui vient en 2e position. Donc on a l'impression que maintenant tout est interconnecté, donc c'est par là que tout transite. Et en fait, les clés USB sont aussi, comme vous dites, un vecteur d'attaque très très important, et les gens font absolument pas, enfin les gens, nous-mêmes d'ailleurs, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'il y a dedans. Et donc Orange Cyberdéfense propose une espèce de borne dans laquelle on insère sa clé USB et donc la borne fait le ménage sur la clé, donc elle vous dit ce qu'il y a, les malwares qu'il y a sur la clé, elle supprime les fichiers correspondants ou elle les met en quarantaine, donc enfin en gros elle fait ce qu'il veut. Donc Orange Cyberdéfense proposait sous la forme d'un kiosque, c'est un truc assez important, 70 kg, le proposait aussi de manière logicielle, donc ça veut dire qu'on peut le mettre sur un PC, donc vous avez ça, et puis là elle le propose sous une forme plus modulaire, enfin plus portable pour les entreprises, donc on peut mettre ça, je ne sais pas moi, à l'entrée de l'entreprise, et donc vous faites près de l'accueil ou près de la cafetière, vous faites ça, vous mettez votre clé et puis ça fait le ménage. Donc bon, c'était juste... On se demande si la solution c'est peut-être pas d'interdire l'accès au port USB. Voilà. Merci Guy pour cette synthèse et analyse de l'actualité de la semaine. Donc comme vous l'aviez évoqué, on reçoit cette semaine, toujours dans la problématique de cybersécurité, Guillaume Tissier, qui est le directeur général du cabinet CUS, qui est assez connu parce que c'est évidemment l'organisateur du FIC, qui est aujourd'hui la grande manifestation en matière de cybersécurité. Donc ce sera l'occasion avec lui de faire le point sur les problématiques en matière de cybersécurité auprès d'entreprises françaises, et donc souligner notamment la problématique humaine, qui évidemment est un sujet qui le tient à cœur. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.